Bonsoir, nous poursuivons donc cette soirée sur les mobilisations sociales en abordant maintenant le volet universitaire. Depuis plusieurs semaines, une douzaine de sites sont bloqués totalement ou partiellement. Les étudiants, mais aussi les enseignants, protestent contre les nouvelles modalités d'accès à l'université prévues par la loi Orientation et réussite des étudiants qui est portée par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Pour discuter de ce sujet, nous accueillons donc ce soir Sophie Orange. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Nantes. Nous accueillons également Isabelle Bruno, qui est aussi maîtresse de conférences en sciences politiques, mais à l'Université de Lille 2. Et enfin, Alexis Villarreal, qui est étudiant à Paris 1 en deuxième année de licence d'histoire. Donc vous êtes à Tolbiac, le site dont on a beaucoup parlé cette semaine et en particulier aujourd'hui. Donc, vous allez nous expliquer. Donc, aujourd'hui, le président de votre université a annoncé qu'il allait faire appel aux forces de l'ordre pour évacuer le campus que vous et vos camarades occupez depuis 2 semaines. Donc, comment est-ce que vous avez vécu aujourd'hui cette journée avec ce couperet d'une intervention policière? L'intervention policière, on la redoute, et c'est-à-dire que petit à petit, par des comités internes aux universitaires de Paris 1, soit M. Haddad, soit M. Florian Michel, qui est le responsable du site de Pierre Mendès France de Tolbiac, nous signale qu'ils considèrent qu'en gros, il y aurait des atteintes aux biens et aux personnes, et que du coup, petit à petit, ce serait de plus en plus évident qu'il faille une intervention policière. Donc du coup, on s'y attend potentiellement. Donc forcément, il y a une forme d'inquiétude. Néanmoins, on est déterminé, on est organisé, et c'est pourquoi, suite à l'annonce de l'intervention éventuelle de la préfecture de police de ce matin, vers 8h du matin, il y a eu un appel à la solidarité, un appel à venir sur le site, et il y a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants-chercheurs. Là, tout à l'heure, j'étais à Tolbiac, il y a la fanfare Invisible, qui est une fanfare qui date de Nuit debout, qui est venue nous soutenir. Et il y a une présence aussi des cheminots, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une vision du mouvement social au-delà de l'université, au-delà de la... transversale. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une tension de fait? Est-ce que vous avez pris des précautions pour éviter que ça ne dégénère? Oui, dans la violence, vous voulez dire... Tout à fait. Alors, par rapport à ça, c'est évident que, en dehors de l'intervention policière, le premier risque, c'est le passage de groupes d'extrême droite qui sont passés dans la provocation en lançant des bouteilles avec des fumigènes. Vendredi, oui, c'était avant le week-end. Et donc, par rapport à ça, il y a au moins 150 étudiants qui occupent chaque nuit. Et il y a des tours de garde, on est organisé, et on reste vigilant, et on est prêt aussi à appeler les journalistes dès lors qu'il y a une intervention. Par ailleurs, il y a eu cette semaine, ce sont des images qu'on va découvrir en même temps à l'écran. Cette semaine, en début de semaine, ce qui a beaucoup choqué, c'est l'évacuation violente d'un bâtiment du campus de l'université de Nanterre. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Isabelle Bruno, sachant qu'à Lille, au même moment, des étudiants ont fait face au CRS et ça a été également assez violent? Oui, lundi. Lundi, oui. Lundi. Mais donc pour vous expliquer la situation de lundi, je pense qu'il faut revenir à vendredi, puisque vendredi, les enseignants de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille ont découvert devant leur campus le déploiement d'un dispositif sécuritaire démesuré, visiblement décidé à des fins d'intimidation pour faire taire la contestation étudiante. C'est 10 cars de CRS qui ont été postés devant le campus avec des agents en tenue anti-émeute sur le perron même de la faculté, des CRS en patrouille tout autour, ce que l'on a considéré comme inadmissible parce que ça bafoue nos valeurs d'universitaires. L'université est fondée sur les principes de la démocratie. Et de la franchise universitaire, dans laquelle on précise que les forces de l'ordre ne sont habilitées à intervenir que sur demande du président. Voilà. De la collégialité aussi. Or, cette décision avait été prise sans concertation. Donc, après une longue journée de discussion avec certains collègues, on a décidé qu'il était inadmissible qu'on fasse tenir les examens le lundi qui suivrait dans ces conditions-là. On a donc décidé la grève. Et cette grève, elle a été décidée également parce que le contexte est critique. Le contexte en termes de moyens, auquel la seule
problème en termes de moyens, puisque à l'université, on n'a plus les moyens de dispenser nos formations de manière satisfaisante. Oui. Si je prends le cas de mon département en sciences politiques, on compte 1500 étudiants et seulement 15 titulaires. Notre licence, par exemple, administrativement, n'est encadrée que par un agent, qui plus est contractuel, hein, donc précaire. Ça fait des semaines et des mois qu'on interpelle la présidence pour qu'on nous apporte les moyens de faire face. Or, la seule réponse qui nous a été apportée, c'est ce déploiement de force à l'extérieur, auquel répondait à l'intérieur du bâtiment un dispositif de restriction d'accès, puisque pour que les examens se tiennent coûte que coûte, la présidence a décidé que les lieux de la faculté ne seraient accessibles qu'aux étudiants convoqués aux examens. Donc tous les enseignements prévus ont été supprimés. Les manifestations ont été délocalisées, les manifestations scientifiques ont dû être annulées, l'accès à la BU n'a plus été possible aux étudiants qui devaient réviser leurs examens. On souffre de la même politique un peu administrative à Paris 1, ou à savoir dans le quartier latin à la Sorbonne, qui est aussi un bâtiment de Paris 1. C'est la suite. L'autre fois, simplement pour une assemblée générale de l'UFR de philosophie, il y avait 20 camions de CRS devant. L'autre fois, on devait faire, il y a 2 semaines environ, une assemblée générale dans la cour de la Sorbonne, simplement une assemblée générale, hein, pas un blocage, rien de... Voilà. Et finalement, on a dû les faire sur la place de la Sorbonne. Enfin, on devait la faire sur la cour d'honneur et on l'a fait sur la place de la Sorbonne à l'extérieur, parce que justement, il y a eu des restrictions pour l'entrée, voire, enfin, il laissait vraiment passer que le personnel administratif, quoi, plus d'étudiants. On va revenir un peu sur le fond de la mobilisation. Donc, en toile de fond, ce qui nourrit cette mobilisation depuis plusieurs mois, c'est donc la loi ORE. Est-ce que pour vous, Sophie Orange, cette loi constitue une rupture et aussi la fin de la démocratisation de l'enseignement supérieur? C'est ce que vos collègues mobilisés, les étudiants, dénoncent depuis plusieurs mois, depuis que cette loi a commencé à être mise en œuvre? Oui, effectivement, là, on a une rupture radicale avec le fonctionnement de l'université jusqu'alors, qui était basé sur le principe de l'ouverture et de l'accès à tous, avec la possibilité, effectivement, de s'essayer dans des filières et puis de se réorienter assez facilement, justement, du fait de l'ouverture et du libre accès. Et là, on a une fermeture, en fait, on a une généralisation de la sélection dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, avec non pas, effectivement, une démocratisation, hein, contrairement à ce que j'ai vu passer. Moi, j'ai vu passer un message du ministère dans la journée hier qui disait que Parcoursup était l'outil de la démocratisation contre la massification. C'est l'outil de la segmentation, en fait, hein, de l'enseignement supérieur. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que depuis le départ, le ministère nie qu'il introduit une forme de sélection, alors que les dossiers vont être classés, que chaque dossier, en théorie, doit être examiné. Donc, de fait, l'accès à l'université n'est plus aussi simple qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Le gouvernement, en fait, joue sur les mots. Hein, la ministre joue sur les mots depuis le départ, parce que, effectivement, dans un certain nombre de filières, quand on prend les chiffres, au final, ceux qui viennent, effectivement, je prends un exemple en sociologie à l'Université de Nantes, on a une capacité d'accueil de 450, on a environ un peu plus de 400 étudiants qui viennent chaque année. Là, on a 2052 dossiers qui nous arrivent, mais tous ne l'ont pas mis en premier vœu. Donc, au final, on peut imaginer qu'à la fin, on en aura moins de 450 qui voudra effectivement venir, hein, au jeu de l'acceptation dans les autres filières. Donc, au final, effectivement, tous ceux qui voudront vraiment venir viendront. Sauf que là, on oublie ce qui se passe en amont, c'est-à-dire que l'introduction des attendus à l'entrée en licence. Il faut préciser, donc les attendus, c'est la somme de compétences requises pour postuler à telle ou telle filière. Donc ça peut être des choses comme être doté d'une capacité d'écoute ou d'empathie pour certaines filières médicales, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est des choses assez vagues. Assez vagues, en fait, on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Parfois, dans certaines universités, dans certaines formations, il y a des attendus locaux qui ont été beaucoup plus précis. Donc ces attendus-là, ils envoient un signal quand même aux bacheliers. Et il y a forcément un effet d'autocensure qui va jouer. On sait que déjà, avec APB, on avait un certain nombre de bacheliers professionnels ou technologiques. Lorsqu'ils s'inscrivaient dans APB, ils avaient un message d'alarme qui leur disait « Attention, attention, vous risquez d'échouer à tant de pourcents ». Là, en plus, on leur dit, voilà, essayez de voir si vous correspondez effectivement à ces critères-là. Parce que, par ailleurs, ce qui a été dénoncé, c'est qu'effectivement, il y a un message d'erreur qui s'affiche lorsqu'un bachelier professionnel essaie de s'inscrire
dans une filière en licence générale, ce qui a un effet dissuasif assez évident. Voilà, il y a cet effet dissuasif en amont, donc qu'on n'est absolument pas, qui n'est pas possible en fait de calculer. Donc là, la ministre, effectivement, elle peut jouer sur les mots, mais cet effet, il est bien réel, hein, cette violence symbolique qui va s'imposer. Et puis il y a l'effet d'usure aussi qui va jouer au fur et à mesure des rounds de sélection, où finalement, si le bachelier est accepté, mais à la toute fin du processus, alors oui, il est accepté, mais peut-être qu'entre-temps, il aura fait un autre choix. Peut-être qu'il n'aura pas attendu la fin du processus pour prendre des engagements et aller trouver un appartement, etc. Pardon, ça peut... les premières réponses vont tomber donc, le 22 mai et ça va s'étendre jusqu'au 26 juin. Si je me, voilà, donc il y a plusieurs... C'est une assez large... Jusqu'en septembre. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, mais la première session, c'est... Oui, effectivement. Voilà, les délais de réponse vont se raccourcir. Au plus on avancera vers la rentrée, au plus les étudiants, au moins les étudiants auront du temps. Mais les étudiants, les lycéens, pardon, auront du temps. Oui, enfin les futurs étudiants, voilà. les bacheliers, du coup, ont 7 jours pour répondre afin de fluidifier le système et de permettre. Si je peux me permettre sur cet effet d'auto-exclusion, il est très puissant et je pense qu'il peut déjà s'observer puisque le mois dernier, les étudiants ont dû saisir leurs vœux en ligne et donc on a eu les premiers chiffres qui étaient par exemple dans mon département de 2450 candidats. Oui. Ensuite, ils ont eu une période pour télécharger les pièces du dossier. Et là, effectivement, la procédure est très dissuasive, elle est très désincitative. Très codifiée aussi. Parce qu'ils doivent joindre une lettre de motivation, dans chacun des vœux formulés. Donc, ils ont droit à 10 vœux. Et en ça, elle est productrice d'inégalité, parce que ce sont les étudiants, les lycéens, pardon, les plus dotés, hein, qui savent se repérer dans le maquis, sans parler de toute l'industrie qui propose aux étudiants qui peuvent se le permettre, qui peuvent se le payer, des formules pour rédiger leur lettre de motivation. Voilà, mais par ailleurs, très onéreuse. Juste, je termine. Donc, on a reçu tous ces vœux. Et puis ensuite, il a donc fallu les confirmer par le téléchargement des pièces. Et on a observé une déperdition de 500 candidats. Ces 500 candidats n'ont pas annulé leurs vœux, ne se sont pas orientés vers d'autres formations. Notre hypothèse, qu'il faudra vérifier, mais qui nous semble très convaincante, c'est que ces 500 étudiants sont des étudiants qui n'ont pas su télécharger, qui n'ont pas eu le temps de télécharger, puisque le délai était assez court, toutes les pièces demandées dans le cadre du dossier. Donc ce sont des étudiants qui, malheureusement, sont écartés pour des raisons pédagogiquement inadmissibles. Justement, vous avez la parole, je poursuis avec vous. Donc, vous, Isabelle Bruno, vous êtes signataire d'une tribune parue sur France Info qui réunit 425 signataires et qui a été transformée en pétition où il y a déjà 4000 signataires. Les signatures ont été recueillies. D'ailleurs, voilà, la tribune a été, la pétition a été lancée hier soir ou ce matin. Et donc, vous dénoncez dans ce texte une réforme absurde qui instaure une sélection hypocrite. Donc, vous dénoncez clairement la philosophie qui irrigue cette réforme. Est-ce que ce sont des arguments qui portent dans la communauté universitaire? Est-ce que vous êtes de nombreux enseignants à dénoncer cette nouvelle loi qui modifie clairement le visage de l'université ouverte à toutes et à tous. Je parlais du manque de moyens précédemment et je pense que les universitaires sont surchargés de travail. Donc beaucoup n'ont pas eu le temps de prendre connaissance des détails de cette loi. Et donc beaucoup sont en train de prendre conscience de ce qu'elle implique et des effets d'inégalité sociale et des effets d'injustice qu'elle va produire. Donc donc c'est en cours. La mobilisation est en cours. Les étudiants, comme souvent, nous ont montré la voie et ont réussi à amorcer une mobilisation que nous soutenons, que nous commençons à soutenir aussi vigoureusement que possible. Et vous faites partie beaucoup plus largement depuis quelques semaines. Justement, vous, Alexis Villaréal, j'aimerais qu'on vienne tout simplement sur les revendications des étudiants. Pour vous, qu'est-ce qui vous a poussé, à titre personnel, à vous engager dans cette mobilisation? Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette loi? On peut revenir du point de vue des étudiants sur la loi en elle-même. On en a parlé pas mal à l'automne. Il fallait vraiment faire l'effort pour s'intéresser à cette loi. Et on commençait déjà à savoir clairement ce qu'il y avait dedans. Mais on ne se bougeait pas. Parce que, il se trouve que, je ne sais pas quelle raison particulière fait Elle a été adoptée très vite. Oui, elle a été adoptée très vite. Puis on l'a mise en œuvre avant qu'elle soit adoptée. En fait, j'ai la réponse à ma propre question. C'est qu'à la fin de l'automne, les partiels arrivaient. Et donc, du coup, on avait surtout la tête dans les partiels
de décembre ou de janvier. Et donc, du coup, on ne s'est pas posé cette question de qu'est-ce que c'est que cette loi, et puis on en parlait très peu médiatiquement. Et donc, du coup, maintenant qu'on la connaît réellement et que de toute façon, à chaque Assemblée générale, on réexplique qu'est-ce qu'il y a dans ce projet, on a également parlé de la réforme des cheminots, on a également parlé de la réforme des bacheliers, enfin, pas que du bac, mais de la réforme du lycée en général, quoi, c'était depuis la seconde. Et donc, par rapport à ça, le plus gênant, c'est un peu quand vous dites philosophie, pour moi, c'est vraiment le truc fondamental qu'il y ait une liberté pour chacune et chacun de choisir son orientation, de choisir son accès au savoir, et aussi sur la construction de même la transformation de la licence, comment est-ce qu'on enseigne, et est-ce qu'on enseigne seulement, uniquement, exclusivement selon les désirs du marché du travail plus tard. Parce que si on rentre dans cette logique-là, finalement, on n'est plus nécessairement dans une formation ouverte et qui est dirigée, je pense, par des impératifs, entre guillemets, mais scientifiques, pédagogiques, mais davantage par des impératifs financiers ou budgétaires qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être à l'université, quoi. Oui, pour vous, il faut garder l'université comme lieu d'ouverture intellectuelle, de développement de l'esprit critique. Et même quand je dis garder, c'est pas le musée, mais ce que je veux dire, même développer, parce que avec le développement, par exemple, des doubles licences déjà qui existent à l'université et qui nécessitent une sélection. C'est déjà une forme de sélection qui a été introduite depuis quelques années, notamment à Paris 1, et je pense que c'est quelque chose de dérangeant. Si je me fais... on crée, comme les classes préparatoires aux grandes écoles aujourd'hui, il y a une sélection sur les dossiers. Si je me fais un peu l'avocate du diable, certains peuvent vous rétorquer, mais après tout, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes plus concerné par la réforme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous êtes déjà... Vous avez déjà intégré l'université. Je sais pas, on postule sur le fait qu'on est très égoïste ou très stupide, je sais pas. Je pense que... Non, pour vous, plus précisément, vous voulez défendre un modèle de société aussi. Oui, et puis ça me concerne aussi. Moi, je suis en histoire, j'ai bien vu que chaque année, il y avait de moins en moins de place pour le CAPES, il y a moins en moins de place pour la grecque. Enfin, ce que je veux dire, ils font ça tranche par tranche, année par année, donc je suis concerné indirectement et même directement, finalement. Sophie Orange, vous vouliez rebondir? Oui, rebondir à ce qui a été dit. Effectivement, je pense que au-delà de nos intérêts personnels, effectivement, moi, j'ai peut-être tout intérêt, effectivement, à ce qu'il y ait moins d'étudiants. Si je raisonne de manière purement égoïste, oui, peut-être que j'ai des intérêts dans cette réforme, mais je pense que ce qui a fait qu'un certain nombre d'étudiants, dès l'automne, dès l'hiver, un certain nombre d'enseignants se sont mobilisés, c'est une conception de l'université comme service public. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas souvent dit, je pense. Et voilà, moi c'est pas pour ça que j'ai signé à l'université, c'est pas pour la sélection. Moi, je veux faire un travail de service public. C'est quelque chose qui me semble essentiel. Je veux qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui viennent. Je veux qu'ils aient des profils différents. Alors, effectivement, on a des difficultés parce que on a parfois des groupes qui sont hétérogènes, mais je veux travailler à essayer de faire en sorte qu'ils réussissent tous ou qu'ils se réorientent pour un certain nombre ou pour qu'ils trouvent leur voie ou pour qu'ils passent de découverte à l'université, mais voilà. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour un certain nombre d'entre nous et qui fait qu'on s'est mobilisé dès le départ. Après, ce qui a gêné, je pense, la mobilisation, pour d'autres qui sont peut-être moins sur ces positions-là, c'est le fait qu'on a eu les choses très tardivement, en fait. Effectivement, on a appliqué une loi qui n'était pas encore votée, et puis on a eu les informations petit à petit. C'est-à-dire, oui, on a vu qu'à un moment, il faudrait faire une commission. Après, on a vu qu'on aurait un outil qui nous aiderait. Après, on nous a montré comment fonctionnait l'outil. Moi, j'ai fait une formation à Parcoursup très récemment. Voilà. Donc, et c'est juste pour dire que là, on a d'autres enseignants qui rentrent un peu effectivement dans le jeu parce que ce sont des enseignants qui pensaient peut-être que cette loi allait améliorer leurs conditions de travail, allait faire que ils allaient avoir, je ne sais pas moi, des meilleurs étudiants peut-être. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, l'outil qu'on nous a donné ne va pas du tout permettre ça, va donner un travail faramineux. Et puis, que les attentes ne seront pas satisfaites. Donc là aussi, on a d'autres enseignants qui commencent à s'opposer à la loi. Alors, pour un peu d'autres... Vous disiez justement... que c'était important que l'université accueille beaucoup de gens. Est-ce que pour vous aussi, l'un des enjeux de l'université, c'est de permettre aux élèves issus des milieux les plus populaires d'aider à une formation universitaire longue? Bien sûr. Moi, je trouve qu'un autre principe de cette réforme qu'on a dans le terme d'attendu, c'est qu'en gros, il faudrait que les étudiants soient déjà prêts au départ. Mais alors, à quoi on sert après? Non. Attendu, c'est attendu pour la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les étudiants qui viennent en première année sachent déjà tout.
Alors, effectivement, on peut se dire qu'un certain nombre de bacheliers qui n'ont pas suivi des formations générales dans le lycée sont moins à l'aise sur l'exercice de la dissertation, par exemple, pour reprendre ma discipline. Eh bien, très bien. Eh ben, qu'on leur enseigne la dissertation. Et moi, je ne trouve pas que ce soit quelque chose... Alors, parfois, on entend des collègues qui nous disent « Oui, mais ce n'est pas notre métier, on n'est pas prof de français. » Mais quand j'enseigne la dissertation sociologique aux étudiants, je ne me sens pas prof de français. Moi, je ne sais pas faire une dissertation de lettres ou de français. Voilà, je pense que l'exercice d'argumenter en sociologue, donc il y a une dissertation sociologique, voilà, de démontrer quelque chose avec des matériaux empiriques, eh bien, c'est ça qu'on doit apprendre aux étudiants. Et je ne pense pas que le bachelier qui vient de la filière littéraire ou ES, peut-être même, sache déjà le faire aussi. Donc finalement, moi, ça ne me dérange pas de le faire. Oui, communication du gouvernement, en fait, du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, il y a quelque chose d'un peu perfide qui consisterait à dire, avec notre réforme du lycée, justement, les lycéens, dès la seconde, dès 15-16 ans, ils vont pouvoir choisir. Dès donc du coup, il y a aussi une réforme par rapport à... Enfin, il y avait une réforme... En première, c'est des modules d'orientation, mais, oui, mais ce à que je veux partir dire, de la ça a quand même première, ils une doivent choisir conséquence aussi, dans une somme dans un menu différentes. Voilà. Mais même par rapport à ça, ce que je veux dire, le fait que justement il y a une sélection à 16 ou 17... Enfin, il y a une première forme de sélection à 16 ou 17 ans, ça veut bien dire que nous, on se bat contre la sélection à l'entrée à l'université à 18 ans, mais en fait, dans les faits, avec cette réforme du bac, c'est dès 16-17 ans. Et je pense que c'est problématique, puisque justement le fait qu'il y ait un cursus commun nous permet d'étendre en fait cette liberté. Et de mettre, oui, tout le monde sur un pied d'égalité, même s'il y a cette hiérarchie un peu entre et même les sur filières. les doublettes, elles ne sont pas disponibles dans tous les lycées. Alors vous me direz, il y a certaines options qui sont déjà pas disponibles dans tous les lycées, mais elles ne sont pas... les conséquences de la disponibilité des options ne sont pas excluantes par rapport à l'accès à l'université, quoi. Ce qui sera une grosse différence. Et sur ce qu'a dit Sophie Orange un peu plus tôt, est-ce que pour vous, c'est ça le but de l'université ? Vous avez commencé vos études supérieures l'année dernière. Est-ce que pour vous, ça correspond à ce que vous avez découvert à l'université ? Parce qu'on dit souvent que l'université prépare mal les étudiants, qu'ils sont tous plus quand ils arrivent en première un peu mieux préparé parce qu'en fait je suis en licence d'histoire, mais j'ai fait 2 ans de licence de droit avant et finalement je me suis réorienté, mais j'avais trouvé ça quand même une année de licence de droit, j'ai fait une année d'hypocagne. Donc oui, j'étais préparé, mais par l'hypocagne, mais par rapport à ça, je constate quand même que vis-à-vis des L1, il y en a qui sont un peu largués par rapport à la méthode. Mais le problème, la solution, est-ce que c'est faire de la sélection ? Non, je ne pense pas. Il y a certaines universités qui ont mis en place vraiment une insertion pédagogique sur 1 semaine ou sur 2 semaines, mais il faut des budgets. Et donc là, il y a un moment... On en revient toujours au même... Non, mais il y a une décision politique assumée qui est de dire il y a beaucoup plus d'enfants parce que les Françaises et les Français ont fait plus d'enfants dans les années 2000, ça y est, ils vont avoir leur bac. Et donc, en gros, on ne va pas créer plus de postes, on va tailler à la hache. Là. Ah non, on n'a pas créé plus de postes, on en a supprimé 7000 depuis 2009, alors que les étudiants, le nombre d'étudiants augmentait de 280 000. Et 40 000 étudiants supplémentaires chaque année à la suite du baby-boom de l'an 2000. L'université aurait besoin de 2 milliards d'euros en plus par an. 2 milliards d'euros comme ça. Entre 1 et 2 milliards oui, d'euros. Ça fait beaucoup, mais il faut se rappeler qu'il y a un crédit impôt recherche qui permet l'optimisation fiscale des grandes entreprises et qui représente 6 milliards d'euros par an. Voilà, si on reniait ce crédit impôt de 2 milliards, l'université déjà se porterait beaucoup mieux. Ce choix aurait pu être fait assez facilement par le gouvernement. Qu'en parallèle, on met je ne sais plus combien de milliards en plus sur le budget de la défense. Faut voir les priorités globales du gouvernement. C'est une question de choix. Par ailleurs, donc Isabelle Bruno, vous avez la parole, je poursuis avec vous. Donc dans une centaine d'universités, on a vu que les enseignants avaient décidé de boycotter les commissions de classement des dossiers, donc des futurs bacheliers. C'est votre cas. Enfin, c'est notre cas. C'est le cas de votre université. Vous boycottez purement et simplement ces commissions. On avait décidé de ne pas faire remonter d'attendus locaux. On a décidé effectivement et justement, d'autres ont choisi, eux, d'investir ces commissions, mais de classer tous les étudiants premiers ex aequo. Donc est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi vous avez, vous et vos collègues, pourquoi vous avez choisi le boycott ? Parce qu'il nous paraît, ça a été déjà dit,
un non-sens de vouloir classer. Je vous ai dit, on avait 2500 candidats. Comment voulez-vous classer 2500 candidats de manière qualitative? Parce qu'on nous parle qualitative. En fait, il y a un outil d'aide à la décision qui nous a été proposé avec un algorithme. Un logiciel à paramétrer. Oui, parce qu'on a parlé du scandale des attendus, mais il y a aussi le scandale des marqueurs sociaux. C'est-à-dire que pour faciliter le classement à l'aide d'algorithmes automatisés, on peut ajouter des marqueurs sociaux, ce qui est un scandale. Ces marqueurs sociaux signalent les étudiants qui ont pu redoubler au cours de leur lycée. Ça signale les étudiants qui ont suivi, qui ont été dans des lycées internationaux, qui ont suivi certaines options. Autrement dit, c'est vraiment un tri social qu'on effectue. Et ça, on a trouvé inadmissible de faire fonctionner un tel outil. Donc, effectivement, en toute logique, on a refusé de créer ces commissions d'examen des vœux. Et je tiens à préciser qu'on le fait aussi parce que les étudiants sont sous la menace d'intervention des forces de l'ordre. Nous, on fait objet de pression de la part des présidences qui menacent les collègues de fermer leur formation, ce qui n'a aucune base légale, mais les menaces sont exprimées dans des lettres très claires. Notre VP formation a annoncé qu'on ne souhaitait pas créer de commission d'examen des vœux. Eh bien, très bien, on créera des commissions ad hoc. Ce qui signifie quoi? Qu'on va demander à des personnels vacataires, administratifs de sélectionner pour nous? Oui. Pendant Donc, voilà. un premier temps sur cette sélection, par exemple, ce qui s'est passé à Paris 1, c'est qu'il y avait soit des sélections justement en gros, aucune sélection. On crée les commissions, mais en fait, on décide justement de ne pas vraiment faire de sélection. Oui, et par rapport sabote de l'intérieur. on sabote de l'intérieur. Et par rapport à ça, le président de l'université, Georges Haddad, avait signalé qu'il n'allait pas forcer à la constitution de ces commissions, mais que du coup, il s'en remettait au rectorat. Sauf que la conséquence, c'est que dans tous ces cas-là, dans un premier temps, on nous a dit si vous ne faites pas de sélection, on s'en remet au rectorat. Et en gros, le recteur supprime votre formation de Parcoursup et vous aurez toutes les personnes refusées en septembre. Donc, c'est une manière d'aller au chantage où on va vous mettre entre guillemets les moins bons, alors que de toute façon c'est pas le cas, c'est juste ceux qui subissent ce nouveau fonctionnement. Surtout qu'il faut préciser que auparavant ces examens de dossiers existaient que pour les filières les sélectives ou en tension, donc qui sont très demandées. Et qui concernaient même pas 0,5% de l'ensemble des étudiants. Voilà, et alors qu'aujourd'hui, toutes les filières, y compris celles qui ne sont pas en tension, vont devoir examiner les dossiers, sont censés lire ces fameuses lettres de motivation, les CV. En théorie, il y a quelques moyens supplémentaires, mais c'est une charge administrative qui est assez surhumaine à absorber. Très clairement, nous, on n'est pas considérés comme une filière en tension. Pourtant, j'ai rappelé les chiffres. On a 2500 vœux. On n'aura que 580 places. Et on n'est pas considéré en tension. Donc, on n'a aucun moyen supplémentaire. Je vous rappelle, on est 15 titulaires pour examiner ces 2500 vœux. Donc, c'est aberrant. C'est aberrant et inadmissible. Décidé effectivement de dire non et de résister à cette mise en place de Parcoursup à marche forcée. Et vous, donc Sophie Orange, vous êtes présidente, Je suis présidente de ma commission. de votre commission. Donc à quel stade Alors, vous en nous, êtes effectivement, on a hésité entre effectivement ne pas faire de commission et puis faire une commission. Et classer tout le monde ex aequo. Pour l'instant, on a constitué une commission qui regroupe l'ensemble des enseignants du département de sociologie, avec donc pour mandat de remonter en fait la donnée d'appel pour qu'elle corresponde à 2053 et que les 2053 soient appelés en même temps, qu'on leur dise oui en fait au même moment. Alors, est-ce que c'est possible techniquement? Techniquement, c'est possible. Politiquement, ça pose un problème, effectivement. On est on subit des pressions de notre VP formation aussi, qui, dans un premier temps, nous a dit d'accord, mais si vous le faites, vous n'aurez pas de moyens supplémentaires si jamais vous êtes envahi d'étudiants à la rentrée. Donc voilà, après on lui a dit oui, d'accord. Donc voilà, là, du coup, il s'est un peu ravisé. Je pense que c'est lui plutôt qui a peur en fait, de ça. On n'a pas de réponse en fait ferme. On a eu donc dernièrement effectivement il nous a transféré le message du ministère qui disait que on pouvait surbooker les formations, que c'était possible, mais que c'était à moyens constants. Enfin voilà, donc on nous fait du chantage à ça. Donc
ça n'est pas possible, moi je ne resterai pas présidente de ma commission, bien évidemment. Mais concrètement, là, vous êtes réunis, vous avez des... Non, on ne s'est pas encore réunis. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on a fait une commission? Parce qu'on aurait pu effectivement boycotter. On avait l'inquiétude, la crainte que effectivement ce soit des personnels administratifs qui soient réquisitionnés pour le faire. Soit au niveau de notre composante, donc l'UFR de sociologie, soit au niveau de la DVU, donc de la direction de la vie étudiante. Et donc là, effectivement, voilà, on a choisi ce mode d'action. Parce que certains professeurs que nous avons interrogés pour un article expliquaient, eux, qu'il y avait clairement du chantage affectif de la part des personnels administratifs de la présidence, des directeurs et directrices de département, qui leur expliquent que si c'est le chaos, ce sera de leur faute, que si les étudiants ne sont pas affectés, ce sera à eux d'en assumer les responsabilités. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont été dites? Est-ce que vous êtes sensible à cette forme de chantage? Oui, moi, parmi mes collègues à l'Université de Lille, comme je vous l'ai dit, certains ont reçu des pressions. On reçoit des messages des directeurs de composantes, des directeurs de département, incitant très fortement à la mise en place de la réforme. Pourtant, au sein de notre université, là, la mobilisation prend. On a créé un collectif des enseignants mobilisés pour l'égalité d'accès à l'université. On recense maintenant une dizaine de départements qui ont clairement voté une motion contre la mise en place de Parcoursup, alors qu'ils sont soit sur la position tous premiers ex aequo, soit sur le contre... Voilà. Et ça évolue là tous les jours. On a encore là des départements qui se réunissent cette semaine. On attend encore des résultats de motion et de vote électronique. Voilà. Et demain, on a une réunion d'information très large qui va réunir, je l'espère, un grand nombre de personnels, enseignants, administratifs et des étudiants pour discuter de la suite, déjà des effets observables dès maintenant de ce dispositif et puis de la suite de la mobilisation pour lutter contre sa mise en œuvre. Oui, je voulais juste rebondir en disant que oui, c'est possible, des universités comme le conseil d'administration de l'université de Poitiers qui s'est réuni vendredi a fait le choix pour l'ensemble des filières qui ne sont pas en tension qu'il n'y ait pas de classement du tout des vœux. Donc voilà, ça montre que c'est quelque chose qui est possible. Et par ailleurs, peut-être que c'est pas tout à fait lié, mais sur l'outil d'aide à la décision Parcoursup, moi, donc, j'ai suivi la formation qui nous montre effectivement toutes les potentialités de l'algorithme. Alors, quand on dit oui, mais attention, c'est un algorithme, ils nous disent non, c'est pas un algorithme parce que le logiciel ne peut pas classer tout le monde. Il y en aura 2-3 qu'il faudra classer à la main parce qu'ils ne rentreront pas dans les critères. Donc, du coup, ça réintroduit de l'humain. Donc voilà, l'humain, c'est effectivement 2-3 personnes qu'on classe ensuite à la main. Moi, j'ai attiré l'attention, en tout cas lors de cette formation, en disant mais vous n'avez pas peur, vous, présidence de l'université, de tous ces petits algorithmes qui vont se créer à l'intérieur des différentes formations de l'université, parce qu'en gros, ce qu'on nous a dit, c'est vous pouvez classer sur ce que vous voulez. Donc ils nous ont montré. Donc il n'y a aucun critère Alors il y a des critères effectivement où ils nous ont dit là il y a la lettre de motivation, vous mettez une note de 1 à 5 par exemple, mais il y a tellement de données dans cette base qu'on peut vraiment on peut classer un type de population, par exemple les bacheliers généraux sur telle note, les bacheliers professionnels sur telle note, etc. Donc ce qui fait que là où on a eu le scandale d'APB les années précédentes, là les présidences d'université l'année prochaine vont devoir répondre d'un nombre incroyable de petits algorithmes qui vont être faits sur des critères qui n'auront pas forcément été vérifiés par la présidence, qui n'auront pas été centralisés et voilà, qui vont introduire effectivement des biais de sélection sur des critères sociaux, etc. Donc là, moi, je pense que pour vous, là, à l'heure actuelle, tel qu'il existe, ce logiciel, il n'est pas du tout transparent ni encadré? Eh bien, il n'est pas transparent parce qu'il n'est pas transparent dans la mesure où il n'est pas encore paramétré. Les commissions vont le paramétrer, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas capable de dire sur quels critères les bacheliers vont être classés. Ça va être à l'intérieur de... Ça introduit aussi de la concurrence sur les critères entre les universités. Et je pense que c'est aussi un problème de croire que c'est productif qu'il y ait une concurrence entre les universités
avec la loi Pécresse et l'autonomie, etc., de nous dire ça va permettre justement une émulation de l'innovation, plus de budget. Et de fait, il n'y a pas eu d'augmentation des budgets de l'université. Et ce n'est pas en introduisant une partie de budget privé qu'on va résoudre la question, quoi. Enfin. Et vous, justement, quel regard vous portez sur cette mobilisation des enseignants qui essayent justement de détourner le je système? dirais pas la mobilisation oui, il y a de la mobilisation des enseignants, mais on est ensemble quand même, finalement. Dès le départ, en tout cas, moi, dans ma fac, c'est clair qu'il y avait aux assemblées générales des maîtres de conf, des professeurs, des doctorants. Et donc, du coup, je trouve que c'est très bien. Je soutiens totalement. Mais finalement, c'est un peu la roue de secours. Donc le mieux, ce serait simplement de retirer la loi. Parce que si on arrive à faire qu'il n'y ait pas de commission cette année, qu'est-ce qui se passera l'an prochain? Qu'est-ce qui se passera dans 2 ans, dans 3 ans? Et aussi en fonction de pression et de harcèlement de la part des présidents. Et dans tout ça, tous les trois, quelle est votre vision de l'attitude, des réactions de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été par ailleurs présidente de l'université de Nice? Déjà, on peut regretter qu'elle recourt au tweet comme un président états-unien. C'est un peu regrettable. Surtout, c'est vrai, pour tweeter des vérités, des informations mensongères au sujet... Vous pensez à quoi? Aux milliards qu'elle a annoncé pour l'enseignement, sans préciser que c'était sur 3 ans, sans préciser que la moitié, ce serait sur appel à projet, ce qui, on le sait, dans le cadre de la mise en concurrence des universités, vient abonder encore les universités les mieux dotées. Donc c'est scandaleux d'avoir... c'est triste aussi. De ne pas pouvoir s'appuyer. Il y a le chantage aux fusions pour avoir les budgets justement. aussi. Et à l'université, nous, on vient de fusionner à l'université de Lille. Okay. Vous avez dit Université Lille 2, je suis Université de Lille. Ah oui, pardon. Et la fusion, c'est ce qui est beau dans la mobilisation sociale, c'est qu'en acte, on rencontre des collègues de tous les autres départements. Et bon, c'est un des avantages de la mobilisation. Donc pour vous, elle n'est pas à la hauteur de vos attentes. Enfin, elle répond... Oui, elle ne répond pas. J'ai l'impression qu'elle est dans sa bulle. Il n'y a eu aucun dialogue particulier. Non, elle a affirmé que les examens allaient avoir lieu comme mais c'est autoritaire, ce n'est pas elle qui décide. Ce que je veux dire, c'est aussi aux enseignants eux-mêmes de les faire ou non, ces examens. On nous parle d'autonomie des universités. Et puis voilà, on voit ce que est l'autonomie en acte d'après nos gouvernements libéraux. Oui, puis elle reste à marteler toujours son chiffre des 60% d'échecs à l'issue de la première année de licence. Donc voilà, ça, alors que ça, on peut préciser quand même que c'est un chiffre qui a été largement démonté en long, en large. Alors c'est pas un chiffre. C'est un chiffre qui ne prend pas en compte les réorientations voilà, c'est réussies. Ça. Il n'est pas tout donc à fait faux, mais effectivement, il n'est pas du tout. Voilà, il est effectivement partiel. Et on sait effectivement qu'un certain nombre, un très grand nombre, une majorité en fait, de ceux qui abandonnent à l'issue de la première année, se réorientent vers des formations et ensuite obtiennent un diplôme dans ces formations-là. Donc voilà, vous êtes un exemple parfait. Voilà, et vous n'êtes pas une exception. Donc voilà, c'est ça aussi l'université. Voilà, donc elle est effectivement sur la communication sur quelques chiffres, alors qui rassure effectivement, qui rassure les parents. Sur une meilleure réussite, qui ne voudrait pas que les étudiants réussissent, sur fin du tirage au sort. Donc là aussi, quand on discute avec des parents d'élèves, et ils sont extrêmement satisfaits, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et puis quand on leur dira effectivement qu'on n'aura pas eu le temps de lire toutes les lettres de motivation, que c'est un logiciel qui a effectivement classé sur des critères, etc., là où ils pensent qu'on va réintroduire de la méritocratie peut-être, je pense qu'il va y avoir des grosses désillusions du côté des parents d'élèves.